si je n'écris pas, je pense que je pourrais devenir folle en fait, tout simplement. C'est mon espace de liberté totale, j'en ai besoin pour vivre en fait. Au moment où vous écouterez cet épisode, l'été sera bien engagé et ce sera peut-être difficile d'imaginer la pluie battante qui tombait le jour de ma rencontre avec Julie et Steve. Je suis arrivée trempée à la Fauvette, ce café de quartier où elle m'avait donné rendez-vous et qu'on retrouve en clin d'œil dans son dernier roman, Comédie romantique, publié chez Stock. Julie, vous l'avez peut-être rencontrée le 11 avril dernier pour la 3e édition du Festival du livre de Sartrouville où elle était invitée à parler des histoires d'amour d'aujourd'hui. Ce que vous ne savez peut-être pas encore sur elle, c'est qu'elle est aussi très drôle, qu'elle avait préparé notre entretien avec un sérieux que j'ai rarement vu et que ce qu'elle cherche avant tout dans les livres, c'est l'intensité, l'émotion forte qui va tout emporter sur son passage. Ensemble, on a ri, parlé de l'importance de la fiction, bu beaucoup de café et rêvé à une possible rencontre à 3, elle, Wajdi Mouawad et moi. Je suis Dolly Chouairi de la librairie Des gens qui lisent à Sartrouville et je vous laisse dans la bibliothèque de Julie et Steve pour le dernier épisode du podcast de la saison. Je crois qu'on peut lui baisser un peu la musique en effet. Ouais, merci, je veux bien. Bah écoute, c'est parti. La première question toute simple, c'est où sommes-nous, Julie, et pourquoi est-ce qu'on se voit ici? Alors, nous sommes à la Fauvette. C'est mon petit bar de quartier dans lequel je bois mon café presque tous les matins. J'amène mon fils à l'école et je reviens ici souvent avec des parents d'école qui sont devenus mes amis. Okay. C'est un endroit où je me sens hyper bien, qui est vraiment propice à mes rêveries. Je me mets souvent en terrasse seule à une table. Je regarde les gens passer, c'est quand même le plus beau paysage. Kamel, l'un des gérants, est une présence vraiment familière. C'est l'extension de ma maison ici. Et regarde, tu vois, il y a un flipper. Mon fils y joue souvent. On prend des grenadines et puis je viens souvent seule ici aussi pour penser. Les lieux dans lesquels tu es sont importants pour toi en termes, tu disais tu viens ici pour penser, est-ce que tu viens aussi pour travailler, pour écrire ou pour lire? Alors je ne lis jamais à l'extérieur, je n'écris jamais à l'extérieur, j'ai un besoin de calme absolu pour lire et pour écrire. Pour te dire, je mets des boules caisses, quelle belle invention pour assourdir le monde, parce que j'ai vraiment besoin, si tu veux, d'être vraiment pénétrée par le silence pour pouvoir entrer dans une altérité intérieure. D'accord. Est-ce que tu pourrais en un mot ou plusieurs, enfin, comme ça te vient, me dire quelle lectrice tu es? Quel est le mot qui te définirait le mieux? Quelle lectrice je suis? J'ai un rapport assez complexe à la lecture. J'ai en tête aussi cette citation de Paul Valéry qui dit le lion est fait de moutons assimilés. En fait, ça veut dire que nous sommes vraiment les histoires qui sont passées à travers nous depuis l'enfance, nos récits ordinaires, ceux qu'on se raconte à soi-même, les récits des autres évidemment, les récits que l'on nous vend, que l'on nous apprend à l'école, les fictions cinématographiques. Et je n'arrive pas à lire... Enfin, j'ai besoin d'espace en fait pour lire, d'espace mental. Qui soit disponible. Ouais. À ça, intérieurement, tu veux dire? Exactement. C'est-à-dire que je peux ne pas lire pendant 2 mois. Et là, par exemple, je suis pas en période d'écriture. J'ai lu 4 livres en 2 semaines. Ok. Voilà. C'est des boulimies. Voilà. Okay. Et je suis vraiment en fait dans la recherche de la phrase. Ma rencontre avec un texte, ça va être la phrase avant tout. L'histoire est secondaire en fait. Quand tu dis la phrase, est-ce que tu veux dire la langue, l'écriture? La langue, le style, ce que peut une phrase, ce qu'elle provoque en moi comme déplacement, comme émotion, je vois par exemple des livres de Jean Echnoz. Oui. Qui sont pour moi dans un style avec toujours un sourire au coin d'une phrase. Et il arrive, enfin c'est un peu du génie parce qu'il arrive avec une économie de mots
à nous raconter par exemple physiquement qui est Kim Jong-un dans Envoyé spécial. Il dit œuf de poule sur œuf d'autruche sans aucun coup pour faire le joint. C'est extrêmement clair et efficace. Voilà, ce sont des stylistes en fait. Voilà, et j'ai besoin de trouver une musicalité qui va s'imprimer. En fait. Peut-être pas les premiers livres que tu as lus, mais comment s'est faite ta rencontre avec la lecture, si tu te souviens de ça? Est-ce qu'il y avait des livres chez toi? Est-ce qu'on lisait des histoires? Je me suis replongée parce que tu sais, les lectures d'enfance. Ouais, on oublie parfois. Ah, moi j'oublie toutes les histoires, tu vois, mais je n'oublie pas ce que ça t'a fait. Ce que ça m'a fait. Je suis très impressionnée par tout ce boulot et désolée que ça t'ait pris tant de temps. Ah non, ça m'a pas pris du temps du tout, mais tu sais, j'ai besoin de décrire les choses parce que justement j'ai très peu lu dans mon enfance. Je me souviens d'une lecture peut-être à 9 ans, parce que je n'ai pas de souvenir de mon enfance déjà, il faut le savoir. Donc une lecture à 9 ans qui était Mon Bel Oranger. Oh, j'ai adoré ce livre de Vasconcelos, oui. Et j'ai vraiment une image de moi titubant de larmes, couverte de larmes, dans mon petit livre d'enfant, et de la premier chagrin en fait littéraire qui a été fulgurant. Je ne me souviens absolument pas de l'histoire qui est racontée dans ce livre. Et je sais aussi que j'ai passé toute mon enfance à écouter des cassettes et des livrets du magazine Raconte-moi des histoires. Là, il y avait des contes folkloriques, il y avait des contes classiques, il y avait des histoires un peu contemporaines, et le magazine était accompagné d'une cassette audio que je m'empressais, si tu veux, de caler dans mon radiocassette. C'était évident d'aller chercher un livre? Pas forcément évident, non. Non, j'ai pas ce souvenir-là. D'accord. On n'a pas été poussé à la lecture, même si ma mère se désespérait un peu qu'on ne lise pas, mon frère et moi, mais non, on était vraiment dans la vie. On faisait des cabanes dans le jardin, enfin je sais pas, n'importe. On était dans la vie, on était très libres à l'époque. À cette époque-là, les enfants étaient beaucoup plus libres. On revenait crasseux, enfin je sais pas. Ouais. Une vie d'enfant quoi. Une vie d'enfant. Et les livres arrivaient en plus ou après? Ils sont arrivés vraiment à un moment de mon existence où j'avais vraiment besoin de penser, de réfléchir et de combattre l'angoisse qui commençait à m'habiter sévèrement. Donc là, j'ai vraiment trouvé un refuge à ce moment-là dans la lecture. Même un refuge, mais même si ça cogne, si ça agrippe, si ça fait aussi du mal, pour après surpasser ça et essayer de comprendre. Je me souviens aussi d'un livre que j'avais lu avec avidité. Je l'avais volé sur la table de chevet de ma grand-mère. Ah ça va, c'est un vol sympa. Et ça je l'avais vraiment lu en douce. Je devais avoir 10 ans, donc j'étais vraiment petite. Et c'était le livre qui s'appelle Les mots pour le dire de Marie Cardinal. C'était pas adapté à ton âge, je pense. Pas du tout. Et je l'ai lu comme une petite voyeuse qui passe son œil dans un trou de serrure et qui se retrouve à des scènes interdites. D'accord. Je me souviens de m'être dit, là, j'ai pas le droit de lire ce livre, mais je le lis avec assoiffé, quoi. T'en as parlé à quelqu'un après cette lecture? Absolument pas. Tu l'as gardé pour toi? Ouais. Ah, okay. Ouais. Ça devait être dur quand même. Ça, j'étais vraiment nourrie de violence fictionnelle en fait quand j'étais enfant, et ça a vraiment conditionné, je crois, mon rapport au monde et à la mort. C'était vraiment dans une recherche de compréhension. J'ai eu très vite de très fortes angoisses existentielles et il fallait que je les comprenne. D'accord. Et donc, grâce à la fiction, j'ai eu des clés de compréhension. Par exemple, les livres que j'ai lus, je sais pas, quand je devais avoir 18, 20 ans, c'était Antonin Artaud, c'était Georges Bataille, une espèce de rentrer dans une douleur comme ça, assez incompréhensible. Je me souviens d'un livre qui m'a carrément provoqué une crise de panique. C'était un livre d'Antonin Artaud qui s'appelle L'Ombi
basilic des limbes, suivi du Pesner. Et vraiment, je rentrais dans une pensée et d'une douleur avec des endroits crevés de sa pensée, etc. Et il n'arrivait pas à capturer les contours de sa pensée. Et ça nous laissait sur le carreau. C'est une langue assez incroyable, sans en comprendre complètement le sens, je pense, à l'époque, mais voilà, d'être face à l'être. Qu'est-ce que c'est l'être, et dans toute sa douleur. Il y a peut-être aussi des livres pendant l'adolescence dont tu aurais envie de me parler, des choses qui ont été un peu marquantes ou impactantes pour une jeune femme en construction, entre guillemets. Moi, ça a vraiment été, comme je te disais, bataille et Artaud. Je me souviens aussi de sa pièce radiophonique pour en finir avec le jugement de Dieu, avec cette voix très trouée, très rocailleuse. Qu'est-ce que j'ai lu ? Alors j'ai lu aussi La vie devant soi. Et ado, et c'est un livre qui m'accompagne encore aujourd'hui. Je l'ai relu plusieurs fois. Je l'offre énormément. Okay. Voilà, c'est vrai. Et puis c'est un livre qui, si on ne l'a pas lu, il nous manque une part d'humanité. Et je pense qu'il faudrait la mettre entre toutes les mains des collégiens, par exemple. Et tu as dit sur La vie devant soi que tu l'avais beaucoup relu. Ça, la relecture, c'est quelque chose sur des textes importants pour toi? Il y a des choses j'ai du mal à relire les textes, sauf celui-là, sauf des Steinbeck, des Souris des hommes, par exemple. Même Voyage au bout de la nuit, que j'ai lu plusieurs fois. Ça a vraiment changé mon rapport à l'écriture, Voyage au bout de la nuit. Sur le style? Ouais, le style, pur génie, enfin voilà ce que les horreurs de la guerre font aux hommes. Des lectures fortes quand on... Alors moi j'ai besoin d'intensité en permanence. D'accord. Dans mes lectures aussi. C'est comme ça que tu les choisis, entre guillemets, quand tu les choisis, tu vas chercher ça. En tout cas, une intensité aussi dans la phrase, ou oui. une imperfection, ou un travail moderne dans la phrase. J'ai besoin d'être inspirée par les phrases des autres, ça c'est sûr. Là, je lis Anne Serre, ses carnets. Rêve cette nuit. C'est beau, ce titre, c'est ses carnets pendant 20 ans, plus de 20 ans. Alors ça, c'est très particulier. Elle y raconte ses rêves. Elle y raconte les films qu'elle a vus, des réflexions sur l'écriture, elle y raconte des choses sur la maladie psychique de sa sœur qui s'est suicidée, des réflexions sur ce que c'est pour elle de parler, l'insurrection que c'est pour elle de parler. Elle y raconte en creux, en tout cas moi, c'est ce que je comprends, le temple de fiction qu'elle s'est construit, et à quel point ce temple possède une architecture puissante qui résiste à tous les vents du réel. Et donc ce n'est que fiction. Tu veux m'en lire un petit bout? Alors nous sommes en janvier 2007. Ma tristesse concernant l'amitié s'apaise. Parfois, orienter différemment une branche de cerisier dans un vase posé sur l'un de mes meubles suffit à justifier ma journée. La seule obligation qui m'incombe consiste à agir en tout moment en conformité avec l'idée que je me fais du bien. David Thoreau. Il y a aussi des citations. J'ai relu Henri Miller, Raymond Carver, Gertrude Stein, un volume de chacun, et cela m'a fait un peu de bien. 6 mars, mort de ma sœur Catherine. 30 mars, dans un demi-sommeil, allongé sur mon lit l'après-midi. Je vois, dans l'empyrée, une large ouverture entre 2 hauts piliers vers laquelle s'acheminent 2 archanges encadrant ma sœur. Au seuil de l'ouverture, avant de la franchir avec eux, ma sœur se retourne, me sourit et agite sa main. C'est très beau. C'est magnifique. Là, tu en étais là, à ce moment-là de ta lecture. Comment tu as choisi ce livre? Pourquoi tu as commencé à le lire? Alors, grâce à un ami qui s'appelle Charles Baptiste, qui est musicien, qui connaît bien Anne Serre et qui m'a proposé d'aller à une rencontre à la Maison de la Poésie. Donc, je l'ai écouté parler pendant 1 heure
Et je l'ai trouvé assez fantastique, avec un esprit en arborescence qui passait du coq à l'âne, mais toujours dans ses fictions intimes et collectives. D'accord. Les derniers que j'ai lus sont des livres aussi de mes amis auteurs. Okay. Alors il y a celui de Julien Dufresne-Lamy, Elisabeth va très bien, qui est absolument sublime. C'est une enquête sur sa mère et la mort de sa mère, et il les fait avec une douceur et une intelligence. Il raconte sa mère avec une douceur et une intelligence bouleversante. Une écriture dingue. J'ai vraiment eu c'est mon dernier chagrin de lecture. Sur l'émotion que ça t'a procuré. Ah ouais, je l'ai trouvé sublime. Elle fait vraiment de sa mère un personnage qui entre dans nos vies et on n'oubliera jamais Elisabeth. J'ai beaucoup de mes amis qui sortent un livre, donc j'ai lu aussi celui de Clarisse Gorokoff, Femme tout au bord, qui est absolument fascinant dans sa langue, dans ce qu'elle raconte de la mort, de la vie, justement c'est un livre sur la mort, mais en même temps il n'y a qu'un élan vital dans son écriture. Et sur l'amitié entre femmes, l'amitié entre quelqu'un qui va mourir, qui le sait, qui a décidé de mourir, ses correspondances par mail qu'elle entretient avec cette femme. Et les livres, comment tu les traites au quotidien? Tu les mal. Mal. En fait, il n'y a aucune sacralisation. Parfois, alors, j'ai souvent envie de noter ou de surligner des phrases, mais je n'ai pas de stylo à portée de main, donc voilà, elles partent, on ne sait pas où, mais parfois je relis pour essayer de retrouver la phrase. Je corne, je n'en prends aucun soin. Tu les fais vivre? Je les fais vivre. Souvent, quand je vais à la plage, il y a du sable dedans, les pages gonflent, ça fait grossir le livre. Enfin, voilà, je les laisse parfois je les embarque aussi dans mon sac, alors que je sais très bien que je ne vais pas les ouvrir. Oui, c'est qu'ils sont près de moi. C'est une manière de dire qu'ils sont près de moi. Mais voilà, je n'en prends pas soin. Et ce qui compte, c'est vraiment voilà, le ravissement. En fait, j'ai besoin d'être ravie et qu'un texte m'enlève de force, en fait, me capture. Est-ce qu'il y a des livres comme ça, je sais pas, 3, mais ça peut être 4, ça peut être 2, dont tu sais que tu ne voudrais jamais te séparer? Et je sais bien que ta réponse d'aujourd'hui n'est peut-être pas la même que l'année dernière, ou ne sera pas la même dans un an, mais c'est quoi aujourd'hui les 3 livres de ta vie, Julie? Oh ouais, c'est dur, hein? Alors, je dirais quand même Voyage au bout de la nuit. Donc Céline, on parlait tout à l'heure. La vie devant soi. Ok. Et Des souris et des hommes. Eh ben tu vois, t'as trouvé très facilement. Ouais. Après, si je partais sur une île désert, je prendrais des livres que j'ai pas lus. Que t'as pas encore lu. Ouais. Mais qui te font envie là? Oui. Alors, je sais qu'il y a le livre de l'intranquillité que je n'ai pas lu. De Pessoa. Ouais. Et Les Frères Karamazov. Ah, que j'ai lu il y a longtemps. Alors, c'est un scandale, je ne les ai toujours pas lu. Pourquoi un scandale? Non, je sais pas, parce que c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire et je sais que ça va me prendre du temps. Oui. Donc, j'ai des difficultés à être devant un livre trop gros. Il faut que tu saches que tu as du temps devant toi. Ouais, et de l'espace mental, ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai décidé d'abandonner des livres qui ne me plaisaient pas. Mais j'ai mis vraiment beaucoup de temps à arriver à me dire que oui, parce que je respecte trop en fait le travail de l'auteur. Mais voilà, si un titre ne touche pas, en fait, pourquoi je perdrais du temps alors qu'il y en a finalement plein d'autres. Je comprends. Peut-être y revenir un jour, quoi. Exactement. Par exemple, L'Assommoir, que j'ai commencé à relire, et la première scène est absolument géniale. Mais voilà, toutes ces descriptions, en fait, m'encombrent. Ok. Voilà. Mais je sais que je vais y retourner.
C'est un livre auquel tu reviendras plus tard. Ouais. Si tu étais un titre de livre, est-ce qu'il y a un titre un peu important pour toi qui te représente, dans lequel tu te reconnais? Je vais me répéter, mais je vais dire La vie devant soi. C'est un beau titre. C'est un beau titre. Pour la vie. Oui, pas forcément là pour l'œuvre en lui-même, mais pour ce titre en lui-même. Ouais. C'est très beau. Tout est devant encore. Voilà. Si tu étais une héroïne ou un héros de roman ou un personnage de littérature un peu marquant que tu aurais aimé incarner? Alors je crois que j'aime tous les paumés, les désaxés, les solitaires, les fous, les en miettes, les en crise de la littérature, mais je n'aimerais être aucun d'entre eux. Est-ce qu'il y a des phrases comme ça qui t'accompagnent? Est-ce qu'il y a des citations qui sont un peu importantes pour toi? Absolument. Ouais. Alors il y en a une de Julien Gracq qui dit « On écrit des livres pour savoir ce qu'il y a dedans ». Et c'est une phrase qui m'accompagne toujours, parce que quand j'écris un livre, au départ je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Il y en a une autre, d'ailleurs que j'ai mis en exergue de mon dernier livre, encore de Paul Valéry, qui dit « Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Et je trouve cette phrase sublime et fascinante sur la fiction justement et sur les croyances. Sur tout ce qu'on invente finalement qui n'est pas dans la vie. Ouais, on est vraiment des animaux narratifs et on ne regarde le réel qu'à travers nos propres fictions et celles des autres en fait. Tu parlais de cette citation en exergue de ton dernier livre qui est aussi un roman d'amour, beaucoup un roman d'amour. Est-ce qu'il y a des livres qui pour toi sont vraiment de magnifiques histoires d'amour dont tu aimerais me parler là? Alors moi je dirais que ce fragment d'un discours amoureux qui n'est pas un roman, mais auquel je me réfère encore aujourd'hui plusieurs fois par an. Je trouve qu'il y a une telle justesse dans ce qui décrit de la passion amoureuse et ça fourmille, en fait je découvre toujours des choses nouvelles en fait dans ce texte, on peut aller piocher dedans. J'ai une question assez terrible dans l'une des dernières questions, mais c'est le cheminement qui m'intéresse puisque la réponse, ne plus jamais lire ou ne plus jamais écrire? Alors ne plus jamais lire. C'est vrai? Ouais. J'ai un besoin vital d'écriture. Si je n'écris pas, c'est dur, j'allais dire si je ne lis pas. C'est dur de répondre à cette question. Si je n'écris pas, je pense que je pourrais devenir folle en fait, tout simplement. C'est mon espace de liberté totale. J'en ai besoin pour vivre en fait. Mal assise devant une page Word, c'est ma place quoi. Et je suis pleine d'angoisse et c'est vrai que je crois que j'écris pour une simple raison qui est de ne plus avoir peur et ça marche pas mal. Est-ce que parmi les auteurs soit morts ou vivants comme tu veux, il y a quelqu'un que tu aurais aimé rencontrer avec qui tu moi c'est Wad, sans hésitation. Tu l'as jamais rencontré? Non, jamais. Parce que je suis allée voir au Collège de France. Voilà, c'est les verbes de l'écriture. Ah oui, les verbes de l'écriture, oui. Et oui, j'ai assisté à 2 de ses cours. Ça m'a complètement fascinée. Cette personne est incroyable. Oui. Tout ce qu'il raconte, il y a une matière humaine, spirituelle, intime, hallucinante dans absolument tout ce que cet homme raconte du monde et des hommes. Oui. Et ça me fascine, ça m'inspire. Là, tu es allée l'écouter? Ouais, je suis allée l'écouter, mais je sais qu'il est sorti en livre. Oui, après il l'a réécrit. Moi, je ne l'ai pas entendu, mais j'ai lu. Oui, alors j'aimerais bien savoir ce que ça fait de le lire. Enfin, chaque fois qu'il prend la parole, c'est, je sais pas, il y a une auteure et il se met vraiment à la place de l'autre. En sa présence, on se sent plus sage. Enfin, je sais pas, il y a une spiritualité telle dans les mots dans son théâtre, dans ses écrits, dans ses interventions, qui élève l'autre, quoi.
c'est un être à part. La particularité de ce podcast, c'est que la personne que j'ai vue avant toi t'adresse une question sans savoir qu'elle serait pour toi. Une question un peu à l'inconnu. Donc c'est Marianne Alphand, qui était ma précédente invitée, qui te pose la question suivante. Est-ce que tu as déjà lu un livre d'un écrivain en te disant que tu aurais aimé l'avoir écrit, toi? Alors bizarrement, jamais. Je n'ai aucune forme d'envie à n'être pas ce que je fais en fait. J'ai de la reconnaissance et une grande excitation quand un livre me parle, mais il appartient aux autres et j'ai mon propre paysage en fait. À ton tour, il faut que tu poses une question à la personne que je verrai après toi, mais sans savoir qui il ou elle sera. D'accord. Je t'écoute. Est-ce qu'un livre vous a déjà provoqué une réaction physique, type fièvre, nausée, crise de panique? Je lui poserai la question, je te prépare ta réponse. Est-ce que toi, tu as une réponse à cette question-là? C'est déjà arrivé pour toi? Ah bah oui, avec Antonin Artaud, moi j'ai vraiment fait une crise d'angoisse. Okay. J'ai aussi un ami qui a eu de la fièvre avec un Dostoïevski. Ok. Les larmes, c'est pas dedans. Hein. Les larmes ne comptent pas. Les larmes ne comptent pas. Parce que ça, c'est trop fréquent, c'est voilà. ça? Tu pleures souvent en lisant? Ouais. Oui. Là, tu parlais du livre de Julien, Mon bel oranger, quand tu étais plus petite. Il y a d'autres livres comme ça qui t'ont provoqué des larmes? Évidemment, Des souris et des hommes. Même quand je le relis, je suis en larmes. L'émotion reste intacte. Intacte. C'est incroyable. C'est fou, ouais. Et le rire aussi, c'est une émotion qui est provoquée par la lecture? Alors j'adore rire quand je lis. Alors il y a Carou, tu vois, c'est l'histoire d'un alcoolique qui pense qu'il n'a plus d'ivresse. Je ne connais pas ce texte. Ouais, il est vraiment génial. Un alcoolique qui pense qu'il n'a plus d'ivresse? Ouais. Donc il est désespéré? Alors il boit, il fait non, il se passe rien. bah si en fait. C'est très très drôle et profond en même temps. La conjuration des imbéciles m'a fait beaucoup rire. Certains livres de Houellebecq à des moments me font mourir de rire. C'est marrant parce que c'est des émotions fortes que tu me décris à chaque fois, les larmes, le rire, l'intensité, la fièvre, accélérateur d'intensité. Ouais, c'est ça que je recherche. Est-ce que tu penses, ça c'est une question un peu subsidiaire, mais à laquelle je pense là, qu'on peut donner envie de lire à quelqu'un? Je sais pas. Moi j'ai eu tellement de mal à entrer dans la lecture, en tout cas ça s'est fait assez tardivement dans mon parcours, qu'il faut respecter aussi ce temps-là. Quelqu'un qui nous force à lire, ça ne donne pas du tout envie de lire. Donc j'ai un fils, je le conseillerais. Par exemple, dans mes lectures d'enfance, on n'a pas parlé, mais il y avait Roald Dahl, par exemple, Les Deux Gredins, que j'ai dû lire 1000 fois, Mon Gros Géant, Hervé Bazin. T'as lu ça enfant? Hyper au point. Ouais. Ah ben voilà, mais moi je voulais la fourchette plantée dans la main, c'est Folcoche. Il y a aussi Les Noces barbares de Kefelec, c'est vraiment des paysages de l'enfance maltraitée. C'est vrai que j'en ai énormément. Ouais. Ce sont des livres qui me restent, ça. La première entrée, c'est Romain Gary, période Émile Ajar, Gros câlin par exemple, qui est un livre assez fantaisiste et douloureux sur la solitude, et en même temps avec des phrases d'une inventivité dingue. Donc ça serait vraiment la porte d'entrée pour faire entrer quelqu'un dans la lecture. J'ai une dernière question, après je te laisse tranquille. Est-ce que parmi les livres dont tu m'as parlé, ou peut-être d'autres dont tu m'as pas parlé, il y en a un dont tu me conseilles la lecture à moi personnellement? Ah oui, un livre que j'ai lu récemment. Il s'appelle La femme changée en renard. David, l'auteur c'est David Garnett. Et David Garnett, ce livre est sorti en 1922 et je le trouve d'une modernité incroyable, avec un narrateur qui prend place déjà à cette époque-là dans cette histoire qui est assez étonnante, puisque c'est l'histoire d'un couple dont la femme se transforme en renard. Ok. Et c'est assez féministe, et il sera question de liberté, de comment ce mari va aimer encore plus passionnément cette femme qui devient sauvage, qui veut sa liberté et qui n'est plus du tout dans les bonnes manières. Parce qu'au début, la renarde
finalement elle s'habille encore avec ses layettes, elle joue aux cartes, enfin, elle mange bien, etc. Et puis après elle a besoin de s'évader, de partir, d'être dans la sauvagerie. Et c'est très étonnant et drôle et profond. Je voudrais juste parler peut-être d'un livre qui m'a quand même marqué, qui est Si c'est un homme, de Primo Levi. Voilà, de Primo Levi, que j'ai lu peut-être quand j'avais 25 ans, quelque chose comme ça. Et je sais pas, je trouve que c'est un livre qui devrait être relu aujourd'hui, puisque les nazis ont disparu et donc ils réapparaissent. C'est un livre indispensable sur la question de la violence humaine dans sa forme la plus totale et de ce que l'homme peut faire à l'homme en termes de déshumanisation et comment aussi on combat cette violence. À un moment, il écrit « Nous ne devons pas devenir des bêtes, nous devons vouloir survivre pour raconter, pour témoigner et pour vivre. Il est important de sauver au moins l'ossature, la charpente, la forme de la civilisation. » Merci beaucoup de finir là-dessus. C'était le podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Julie et Steve. Retrouvez sa sélection de livres et les autres épisodes sur le site de la librairie www.desgendsquilisent.fr. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous et parlez-en à d'autres gens qui lisent. À bientôt à la découverte d'une autre bibliothèque et d'ici là, bel été dans les livres.